Bonjour à tous ceux qui arrivent dans ce webinaire et bienvenue sur ce deuxième webinaire d'un cycle de 5 webinaires qui s'intègre dans le cadre des entretiens agronomiques Olivier de Serres sur la thématique travail agricole et transition agroécologique. Quelles interactions, quels impacts et quelles conséquences pour l'agronomie et les agronomes. Et donc, cet entretien se déroule sur 9 mois et qui démarre par des webinaires pour parler des sujets à enjeu concernant le lien entre travail agricole et transition agroécologique. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet du rapport à la nature et du lien entre rapport à la nature, mécanisation, travail agricole. Et ce sera Teske Becker du CIRAD qui va animer ce webinaire et je lui laisse donc la parole pour présenter les intervenants et le sujet et les intervenants. Et je vous souhaite à tous bon webinaire. Bonjour à tous, C'est bon. merci Philippe. Donc, je suis Tetske Bakker, je suis chercheuse en agronomie à l'UMR Innovation au CIRAD. Et donc, je suis très contente de vous accueillir pour ce webinaire. On peut être parfois un peu tenté de regarder le travail en agriculture et le travail dans les systèmes agroécologiques, principalement sous l'angle technique ou bien sous l'angle purement économique. Est-ce que les systèmes agroécologiques demandent plus de travail? Est-ce qu'ils sont tout de même productifs par rapport au travail investi? Mais ce qu'on a souhaité faire dans ces webinaires de l'AFA, c'est explorer toutes les dimensions qu'il y a à considérer lorsqu'on parle du travail en agriculture. Et donc, le premier webinaire que nous avons déjà eu, c'était sur les formes d'organisation du travail, les nouvelles formes d'organisation du travail. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un aspect qui est parfois un peu oublié et on va se poser la question sur comment ces systèmes agroécologiques remettent en question le rapport des agriculteurs et des agricultrices avec la nature, avec les équipements et avec le travail. Quel est le sens que l'on donne à son travail lorsqu'on change ses relations avec la nature et avec son équipement? Et comment on organise son travail d'une nouvelle manière lorsqu'on fait la transition vers des systèmes agroécologiques. Et donc, plusieurs questions se posent pour les agronomes, notamment lorsque les systèmes agroécologiques sont plus diversifiés, sont adaptés localement. Comment gérer une augmentation de la complexité et une augmentation de l'hétérogénéité dans ces systèmes? Quelle est la place de la mécanisation dans ces systèmes agroécologiques et de quel degré de mécanisation parle-t-on? Est-ce qu'on parle de traction animale? Est-ce qu'on parle de motorisation? Est-ce qu'on parle de robotisation, d'agriculture de précision? Et quel est le rapport aussi entre cette mécanisation et le travail des animaux et plus largement le travail de la nature, le travail de la nature? Et enfin, est-ce que le niveau de mécanisation peut être un frein à certains changements de pratiques plus agroécologiques? Donc, voilà plusieurs questions qu'on va se poser aujourd'hui. Et pour discuter de tout ça, nous avons trois intervenants. Nous avons tout d'abord Sébastien Mouret, qui est sociologue à l'UMR Innovation. Et ses travaux portent justement sur les relations entre les humains et les animaux, ou plus largement toute la nature. Donc, les plantes, les microbes sont inclus dans cette étude. Et sa présentation abordera l'évolution des relations entre les hommes et les animaux en agriculture dans le cadre de la transition agroécologique. Et il abordera une focale particulière qui sont les microbes. Donc, il s'appuiera sur le résultat d'un travail de terrain pour comprendre les transformations des rapports de travail et de nature, les pratiques des agriculteurs éleveurs et les transitions agroécologiques. Et ensuite, nous avons donc Sébastien Arsac, qui est vigneron en Ardèche et qui nous livrera un témoignage de son expérience en tant que viticulteur pour montrer comment il travaille avec la nature, sa relation au vivant, le sol, la biodiversité et les plantes cultivées.
et sa relation avec donc, le vivant dans son travail, le choix des techniques, le choix des outils, allant de justement l'attraction animale jusqu'à l'étude éthique. Et pour finir, notre discutant est Bertrand Aumont, donc, il travaille à la Chambre régionale d'agriculture de Normandie, où il accompagne des agriculteurs et les accompagnants de ces agriculteurs dans les changements. Et il discutera donc des apports des deux Sébastien en nourrissant son propos par sa propre réflexion et son expérience sur l'accompagnement des agriculteurs dans la transition agroécologique. Donc, je passe tout de suite la parole à Sébastien Mouret. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran. Ah. Alors, est-ce que tout le monde le voit? Très bien, Bon? c'est Bien. bon. Donc, merci à l'Association française d'agronomie de m'avoir donc invité pour cette discussion sur les rapports entre travail et nature. Et donc voilà, comme Tetske l'a souligné, donc je vais m'intéresser moi à la question de l'élevage et de son devenir dans la transition agroécologique et en quoi ça transforme la question, enfin, le rapport du travail aux animaux et à la nature de manière plus large, même en restant centré sur les animaux. Le travail animal, plus largement le travail de la nature, est un absent majeur du regard que nous portons sur l'agriculture et sur l'élevage, sur leur histoire et leur transformation. Son invisibilité tient au dualisme société-nature dont le travail est l'un des principaux marqueurs. L'homme travaille, pas la nature. Or, il est difficile de comprendre la production de biens et de services, plus largement les processus de production de valeur, y compris même d'accumulation du capital, sans prendre en compte les forces de la vie animale, et plus largement les forces de la vie non humaine. Donc de remettre en cause l'exceptionnalisme humain du travail. C'est dans cette perspective post-dualiste que s'inscrivent mes travaux sur les relations de travail entre humains, animaux et plus largement la nature, même si je ne réhabilite pas en disant cela un discours sur la nature, et ceux de mon collectif Animals Lab au sein de l'UMR Innovation. Ils sont ouverts à un front pionnier de recherche en sciences humaines et en sciences sociales, une sociologie du travail animal, à l'appui notamment des travaux de Jocelyne Porcher. C'est une sociologie qui, d'une certaine manière, porte mal son nom puisqu'elle porte sur les relations de travail entre humains et animaux. Travailler avec les animaux, ce n'est pas seulement produire, c'est surtout vivre ensemble et se construire. Et le vivre ensemble ici porte sur les collaborations humains-animaux, notamment sur la question du travail animal, concept de travailler issu de la clinique, c'est-à-dire la mobilisation de la subjectivité des animaux et des humains dans la réalisation de tâches et les conditions du bien vivre et du bien mourir pour les animaux comme pour les humains. Cette sociologie est aujourd'hui retravaillée par l'intégration de nouvelles espèces dans notre collectif de recherche, à savoir les plantes et les microbes. Bon, pour dire vite, la question du tout n'est pas, la question de recherche n'est plus la même, à savoir comment est-ce que les animaux, enfin, est-ce que les plantes et les microbes travaillent vraiment. C'est une première question fondatrice de la sociologie du travail animal, mais plutôt ici de voir comment le travail repose sur des collaborations interespèces qui vont effectivement permettre d'expliquer les mécanismes de production de valeur, mais aussi, dans une perspective écologique, de voir comment nous pouvons fabriquer un monde viable pour chaque espèce. Donc cette question du travail animal et plus largement du travail de la nature, elle se déploie activement dans les études animales, sous l'impulsion notamment de la sociologie du travail animal et des humanités environnementales. Donc là, je vous invite ici, si vous le souhaitez, à lire le dossier thématique Nature au travail, ce que font les études animales, les études environnementales avec le travail, qui est paru récemment dans la revue d'anthropologie des connaissances et que j'ai coordonné avec mon collègue anthropologue de l'IRZ, Nicolas Lenné. Je vous invite également à vous tourner pour ce qui sera des plantes, parce que je n'en parlerai pas ici, donc sur la question du travail des plantes, à lire les travaux effectivement de mes collègues du programme Plantes COP-Lab, Sylvie Poutot, Aurélie Javel, Florence Pinton et Nicole Pignon. Car dans le cadre de ce séminaire, ce qui m'intéresse et dont je souhaite vraiment parler ici, ce sont de l'élevage, c'est de l'élevage et des animaux d'élevage, et notamment de la manière dont l'agroécologie transforme le travail avec les animaux et le travail des animaux. Alors, quelques considérations
on va dire, un peu générales avant d'aborder pleinement mon propos, donc des remarques un peu sur ces rapports entre élevage, on va dire, et agroécologie. Tout d'abord, pour moi, effectivement, l'agroécologie prend la forme d'un nouveau récit sur le travail avec la nature et le travail de la nature. Plusieurs points ici ont attiré mon attention. Le premier, c'est que l'agroécologie propose de considérer des espèces non humaines, voire des milieux et des écosystèmes comme des partenaires de travail. Dans la recherche et le développement de solutions dites fondées sur la nature, il faudra ainsi laisser faire ou laisser travailler la nature, ce qui pose pour nous la question de l'essentialisation du travail. Mais de plus, ces solutions sont souvent accompagnées ou, on va dire, construites autour d'un foisonnement de métaphores avec le travail. Par exemple, les vers de terre seraient de formidables ingénieurs du sol. Un autre point qui attire aussi mon attention, c'est la manière dont ces entités de nature ne sont pas qualifiées de la même manière dans l'agroécologie. L'agroécologie se centre et valorise, à mon sens, des espèces qui peuplent les sols dans la construction dite des sols vivants, et de l'autre, elle épouse pour moi une vision des animaux d'élevage, en particulier les ruminants, comme des collaborateurs de l'Anthropocène, pour reprendre ici l'expression de l'anthropologue Anna Tsing. Elle serait donc responsable de la double mort, celle de la vie sur Terre et celle de l'humanité, par les proliférations qu'elles engendrent, pollution des ressources, gaz à effet de serre. Et donc l'agroécologie pour les animaux serait une manière de requalifier leur travail vers un travail qui serait beaucoup plus écologique, notamment par la création, l'inscription des animaux dans des formes d'associations dites de polyculture, élevage, dont je vais discuter après. Enfin, le troisième point pour moi est l'absence de la question de ce qu'on appelle le bien-être animal, même si je ne souscris pas du tout à cette notion. Parler effectivement des animaux comme des collaborateurs de l'Anthropocène, c'est évacuer la question de la souffrance au travail des animaux, la question de la santé au travail des bêtes. Elle n'est pas, à mon sens, assez problématisée dans l'agroécologie. Donc maintenant, passer effectivement ces points que j'ai soulignés, dont je vais retraiter dans les exemples que je vais citer, comment l'agroécologie transforme-t-elle le travail avec les animaux et le travail des animaux? Oui, juste un point, parce que sinon je vais me faire gronder. Sur la question justement de cette qualification des animaux d'élevage dans le domaine de l'agroécologie, on l'avait beaucoup souligné dans le séminaire Quel avenir pour les activités d'élevage, que j'avais coordonné donc avec Bernard Hubert, Jacques Lasseur, Martine Napoléon, Guillaume Duterte et d'autres personnes, et d'autres membres, d'autres chercheurs. Voilà. Donc, je reviens donc à ma question, c'est donc comment l'agroécologie transforme le travail avec les animaux et le travail des animaux? Est-ce que la nature devient vraiment un partenaire de travail? Donc, je vais ici mettre en évidence deux usages contrastés des rapports entre agroécologie et activité d'élevage. L'un comme continuité des productions animales, l'autre comme rupture. Dans le premier, les animaux et la nature plus largement ne sont pas des partenaires de travail. Dans le second, oui. Et donc, je vais m'appuyer ici sur les résultats d'un programme de recherche en cours, le programme Tandem, qui est principalement un programme de microbiologie coordonné par Céline Delbès à l'UMRF. Il vise à évaluer l'impact des pratiques d'élevage en système laitier sur les écosystèmes microbiens à l'échelle des fermes. Et dans son volet en sciences sociales, il vise à clarifier notamment la place des microbes dans le travail avec les éleveurs, pour ce qui me concerne. Et donc là, je vais notamment m'appuyer sur des enquêtes qui ont été faites dans deux zones, la Châtaigneraie, dans le Massif central, et dans le bassin laitier en Anjou, dans l'Ouest. Des enquêtes que j'ai réalisées donc avec Patrice Kerr, qui est à l'UMR Territoire, et Dorian Nicole, doctorant en anthropologie, que je co-encadre ici dans le cadre de sa thèse. Première version, premier visage de l'agroécologie, une continuité avec les productions animales. Pour moi, l'agroécologie échoue dans son ambition. Transformer en profondeur le modèle productiviste hérité des politiques de modernisation de l'agriculture au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Politiques qui ont conduit à la mise en place des productions animales, que Jocelyne qualifiait et que Jocelyne Corchet définit comme un ensemble d'activités fondée sur une exploitation technique et économique des animaux vivants et morts. Moi, j'avais redéfini ici les productions animales comme une appropriation, exploitation économique du travail des espèces humaines et non humaines, et dans une perspective effectivement qui interroge plus largement les rapports entre le capitalisme et la nature. Car dans les fermes laitières que nous avons enquêtées, de type polyculture-élevage, les animaux et la nature sont embarqués dans un nouveau récit sur la modernité agricole. Être moderne est une identité affirmée et revendiquée par ces éleveurs qui se qualifient de conventionnels ou d'entrepreneurs. L'accès à la modernité est toujours associé à la technique, centré sur l'optimisation du travail métabolique des animaux. Leur investissement dans la génétique, voire la génomique,
visent bien à optimiser les performances. La taille de leur cheptel varie de 80 à 110 animaux et les vaches laitières affichent une moyenne annuelle de production entre 10 000 et 12 000 litres de lait. Donc bien supérieure à celle du cheptel national recensé par l'IDEL, qui est d'environ 1100 litres de lait par vache, ce qui est déjà assez élevé. L'accès à la modernité est aussi décrit et présenté comme une libération du travail, des contraintes, de la charge, du temps. Elle résulte d'un nouveau travail animal. La traite est ici déléguée aux vaches via la mise en place de robots de traite, libérant ainsi les éleveurs d'une astreinte quotidienne, jugée usante et peu valorisante. Cette innovation s'est développée suite à la fin notamment des quotas laitiers qui a accru la libéralisation du marché du lait, donc la diminution des prix. Et donc dans un contexte de limitation, réduction de la taille des troupeaux, il faut que les vaches produisent plus. Cette innovation accroît également le confinement des animaux dans les bâtiments, le robot limitant l'espace de déplacement des animaux en dehors des bâtiments. Outre les vaches, ce sont aussi les organismes du sol qui sont enrôlés dans le travail. Le travail des microbes, comme celui des vers de terre et d'autres organismes qui peuplent les sols, permet aussi aux éleveurs de s'affranchir des contraintes du labour. Un travail microbien se substitue ici au travail mécanique, donc au travail humain. Et l'attention et l'intérêt que les éleveurs enquêtés portent ici aux microbes et aux organismes du sol est décrite tout à fait dans une démarche qu'ils qualifient d'agroécologique, une agriculture de conservation et de régénération. Elle montre également ainsi, montrant ainsi les limites que les fermes. Il s'agit aussi de montrer que ces fermes sont aussi en phase avec les enjeux écologiques actuels, réchauffement climatique, érosion de la biodiversité. Et ce virage écologique, ainsi que le décrivent et l'appellent les éleveurs, tient aussi à un constat de l'altération de la fertilité de leur sol. Produire des sols vivants est un moyen d'y remédier, et ils trouvent effectivement conseil et appui auprès de différents organismes visant à produire des connaissances et des techniques justement sur les sols vivants. Je pense par exemple à ce qui ont été décrits, donc Terena ou l'association La Vache Heureuse, qui sont des ressources pour eux. Donc le travail des vaches et le travail des microbes, et donc plus largement le travail des sols, ne sont pas simplement des métaphores utilisées par les éleveurs pour qualifier leur pratique d'élevage. Car dans leur pratique, elles façonnent et modifient les caractéristiques de la vie animale et de la vie microbienne. Surtout, elles se traduisent par des exigences de production. Les vaches improductives qui ne s'adaptent pas aux robots sont réformées. Il en va de même pour les microbes du sol. Être au travail, c'est répondre à des exigences de production. Et dans une logique de substitution, les productions végétales doivent conserver leur niveau de performance. Si le laisser-faire, comme le prône l'agroécologie, est insuffisant, les éleveurs ont alors recours à des biostimulants, des écosystèmes microbiens, pour améliorer leur capacité de production de matières organiques, donc les rendre bien vivants. Ces fermes incarnent, à mon sens, un modèle de productiviste de polyculture élevage, l'inverse serait plus exact, fondé sur une exploitation du travail animal, entendu ici comme l'anthropologue Les Beldo le propose, un travail métabolique. C'est un travail qui se déploie à l'échelle microbiotechnologique. L'usage des connaissances et techniques en zootechnie sur le remède des vaches vise bien ici à exploiter la capacité de leur symbionte microbien à dégrader une alimentation végétale par la fermentation pour la production et la transformation en substances utilisables par les animaux, et donc valorisables pour la production. C'est aussi une exploitation à l'échelle macro-biotechnologique. L'infrastructure des bâtiments est, à mon sens, ici un panoptique animal. Les éleveurs surveillent les conduites des animaux depuis l'alimentation jusqu'au robot de traite, et cette infrastructure compte sur l'intelligence des animaux, mais ne la reconnaît pas. Comme le souligne ma collègue Jocelyne Porcher à propos du robot de traite, que l'on peut élargir ici à ce panoptique, les vaches travaillent, mais pas le robot. Une autre explication à la collaboration des vaches est aussi l'intensification de la production et de leur métabolisme. Leur niveau élevé de production les oblige à venir régulièrement au robot, comme le disent les éleveurs, pour se soulager. Ce modèle de ferme est aussi affecté par une rupture métabolique, pour reprendre l'expression de Karl Marx. L'exploitation et l'optimisation du travail métabolique des vaches induit un épuisement qu'ils ont souligné de la fertilité des sols, battance, problème de matière organique, et donc l'agroécologie est un moyen de pallier à cette rupture. La microbiologie et l'écologie donc des sols offrent des nouvelles connaissances qui sont des potentialités pour les productions animales. Cela se traduit par un déplacement des phénomènes d'appropriation du travail de la nature extra-humaine, comme le propose le géographe Jason Moore. Et comme le souligne donc la géographe Anna Kryskowskiana,
je m'excuse de la prononciation de son nom, à propos de cette forme de mise au travail des microbes du sol, quelles sont effectivement les conséquences sur la viabilité des écosystèmes microbiens et par rebond sur la vie des sols? Pour l'instant, nous ne le savons pas. Une autre conséquence que je vais brièvement aborder, et là je vous renvoie aux travaux en cours d'Orion Nicole, donc sur sa thèse sur les relations éleveurs-microbes, c'est les phénomènes de prolifération, résistance de la vie microbienne là-dedans, qui affectent profondément la santé des vaches et par rebond les conditions de travail des éleveurs. L'expression « vivre avec la mortellaro », une maladie qui foudroie en ce moment la plupart des activités d'élevage laitier, implique effectivement aussi une biopolitique radicale sur la gestion des carrières animales. Les vaches laitières ont ici une carrière de 1 an, voire 2 ans maximum. C'est aussi autant une conséquence de l'optimisation de leur production qu'une manière de composer et de vivre avec un virus. Et il y a à mon sens ici un problème fondamental en termes biopolitiques qui est l'absence en fait de lecture claire entre la vie et la mort. Où se situe la vie et la mort ici des animaux? Les carrières sont tellement restreintes effectivement qu'elles posent cette question fondamentale. Le deuxième visage, on va dire, que je souhaiterais ici mettre en évidence à propos des rapports entre agroécologie et élevage, est un visage, on va dire, une perspective beaucoup plus positive, mais qui implique, là encore, d'avoir une lecture plus politique et morale sur la manière de traiter la question des rapports entre agroécologie et élevage. C'est que l'agroécologie peut effectivement être un modèle de réinvention d'un élevage paysan, moi je considère fondé sur des formes d'écologie paysanne. Elle-même fondée donc sur des relations interespèces par le travail et dans le travail en soutien à la vie. Si l'agroécologie donc induit bien cette continuité des productions animales, elle peut donc avoir cette autre trajectoire. Et comme le propose effectivement l'anthropologue Anat Singh, de permettre des collaborations qui résorbent des précarités écologiques et sociales pour les espèces humaines et non humaines, donc pour les éleveurs, pour les animaux et pour d'autres entités présentes sur les fermes. Les animaux et la nature sont ici embarqués dans une autre histoire écologique et politique sur à propos du travail, une rupture avec la modernité agricole. Dans les enquêtes réalisées, les éleveurs ici opèrent un travail critique des productions animales qu'ils ont adoptées, que leurs parents ont adoptées pendant plusieurs années. Beaucoup dressent le constat d'une précarisation économique de leur activité. La libéralisation du marché du lait induit une dégradation des prix, incitant une augmentation de la production, donc une intensification du travail animal dont je parlais tout à l'heure. Et la précarité économique tient également à une forte dépendance, qu'il souligne, à l'égard des intrants et de la mécanisation du travail. On dresse également le constat d'une forte usure physique et mentale au travail, liée à l'usage et la manipulation des engins agricoles, à l'accroissement et à la charge de travail, mais aussi à la perte de sens de leur travail liée au modèle productiviste. On dresse également le constat de précarité écologique, la dégradation de la santé de leurs vaches, liée à l'intensification du travail animal, les proliférations microbiennes dont je parlais tout à l'heure, la mortellaro qui disparaît totalement dans ces systèmes-là, et d'autres proliférations comme mammites et butyriques qui affectent aussi la vie des bêtes et la rémunération du travail. Il souligne également un épuisement des sols, comme le faisaient les autres éleveurs, avec des inquiétudes sur les conséquences écologiques plus larges de leurs pratiques. Mais ils suivent une démarche différente. Ils cherchent à créer des collaborations interespèces dans et par le travail. D'abord, par un changement du travail animal et des carrières animales. Ici, on ne cherche pas à demander plus. On cherche, comme ils le disent, à demander moins aux animaux par une réduction de leur niveau de production. Et moins infectées par un travail intensif, les carrières des bêtes s'allongent. Elles sont supérieures à 8 ans, pouvant aller jusqu'à 16 ans, et le taux de réforme diminue nettement. Ce qui change aussi fondamentalement la place de la mort des animaux, l'abattage par la réforme dans le travail quotidien, qui est aussi une charge mentale forte à assumer. Produire moins, cela implique aussi d'accepter de gagner moins, donc de récupérer aussi autrement une valeur économique, autrement que par une intensification du travail animal. Et donc les éleveurs ici s'engagent, pour ce que nous avons enquêté, dans des pratiques individuelles et collectives de valorisation de leur production laitière via des produits laitiers ou des fromages, des formes effectivement coopératives pour la production de fromages qui valorisent le système, enfin le lait cru. Et donc ces éleveurs suivent aussi une démarche qui relève plus d'une économie de la nécroissance dans laquelle les animaux et la nature sont embarqués par le travail. Ensuite, le travail est écologiquement transformé par une réparation de la relation de l'animal d'élevage avec son symbionte microbien. Comme le soulignent ces éleveurs-là, une vache, ça broute de l'herbe, ça ne mange pas de maïs.
C'est une rupture avec le modèle hors sol et son concept de modèle animal, très anthropique au sens thermodynamique pour moi, par le pâturage et l'alimentation herbe-foin. Il s'agit plus largement aussi de recréer un assemblage, une unité écologique de l'animal avec son milieu, la prairie, et de s'appuyer sur les compétences des animaux à utiliser ces espèces prairiales. Voilà, je pense notamment à un entretien réalisé, que Dorian a réalisé dans la zone de la Châtaigneraie. Les éleveurs parlaient effectivement de développer les compétences microbiologiques de leurs vaches dans la capacité à utiliser ce qu'ils appelaient des feuillets, ces espèces végétales qui permettent effectivement de prendre soin d'elles. Un autre changement dans le travail d'animal, c'est de respecter le rythme des vaches. Et comme le diraient les chercheurs et les techniciens de l'unité de Saint-Laurent-de-Laprée, avec qui j'ai récemment travaillé dans le cadre d'un projet de Sciences Animart 2, il faut respecter le rythme des 3-8 des bêtes, brouter, ruminer, dormir. Enfin, la relation aux animaux, la relation de travail change sur un plan aussi éthique. Ce sont des sensibilités qui peuvent s'exprimer dans ces modèles-là et pas dans celui des productions animales. Redevenir sentimental, comme le disaient certains éleveurs, c'est aussi recréer des liens qui n'étaient pas donc jusqu'ici possibles et qui participent de la construction de soi. Enfin, ce changement du travail animal a aussi des conséquences et des liens avec le changement du travail des sols et des prairies et des écosystèmes effectivement microbiens ou plus largement des autres espèces qui peuplent cette zone-là dans la manière de travailler et de construire des pratiques. Alors ici, on ne mobilise plus du tout l'intrant dans les fermes que nous avons enquêtées. On fait appel là aussi à un processus, enfin à ce qu'ils appellent un travail microbien. Donc c'est encore la métaphore du travail qui est utilisée. Mais la diminution du travail animal diminue, elle, le travail des sols, c'est-à-dire la charge de production qui va peser sur ces êtres. Parce qu'on demande moins effectivement aux animaux. Et une manière d'entrer en relation avec ces entités que sont les sols, c'est une expression que j'ai trouvée très parlante qui s'appelle « parler aux prairies ». Alors ce n'a rien de mystique et ce n'est pas pour moi un supplément d'âme, mais c'est bien une manière d'animer les sols pour développer et faire preuve d'attention, ce qui relève là aussi d'une certaine forme de relation éthique, de sensibilité éthique à ces entités, et surtout aussi de détecter des signes qui permettent de comprendre la manière dont s'opère effectivement les processus de transformation de matière organique dans toute la vie des sols. Enfin, cette mise au travail allégée, si on peut dire, des sols et des prairies, c'est aussi une manière pour eux, comme ils le soulignent, d'économiser de l'argent, puisqu'on n'a plus de recours à intrants. Au final, on peut donc voir effectivement ces systèmes-là, comme le propose, à travers une notion de symbiont politique, comme le propose l'anthropologue Frédéric Emmelrach, c'est-à-dire qu'à travers la restauration de la relation écologique entre l'hôte, la vache, son symbionte et son milieu, c'est bien une histoire éthique et politique de relation de travail aux animaux. C'est une rupture avec un modèle de production, celui des productions animales. Donc voilà, je pense que j'ai épuisé le temps. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt donc à répondre à vos questions. Merci Sébastien. Non, mais alors à ce moment-là, je reprends la main pour que, effectivement, maintenant, on ait un regard d'une expérience pratique. Et donc, Sébastien, puisque en fait, ce sont deux frères et c'est Dimitri qui devait parler, mais finalement, c'est Sébastien. Et donc, Sébastien, tu as la parole, et donc j'animerai avec le diaporama. Ok, Tu as la c'est bon? Vous m'entendez? Ouais, C'est bon. super. Allez, super. Merci préalable à tous. Donc effectivement, c'est Dimitri, mon frère, qui avait préparé aussi l'entretien avec Philippe et les intervenants. Sauf que bon, il a eu un problème de dernière minute, donc je vais essayer de le pallier et de vous retracer un petit peu l'évolution et tout ce qui a été réalisé nous sur le domaine. Donc c'est vraiment le côté pratique. Donc aujourd'hui, simplement pour résumer, avant de faire un petit récap de tout ce qui s'est passé sur le domaine depuis une centaine d'années, mais bien résumé. Voilà, donc je suis associé sur une structure agricole avec mon frère. Et c'est donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu l'histoire de la famille donc, et de l'exploitation au travers. C'est-à-dire que nous, c'est une exploitation
qui était l'exploitation de ma grand-mère. Donc déjà, au préalable, on est situé en Ardèche méridionale, sur la commune de Saint-Jean-en-Santenier, avec la particularité géologique et géographique de se situer à, comment vous dire, au carrefour des sols volcaniques du Coiron, donc qui est un plateau volcanique qui date, enfin, qui a été estimé, qui était actif autour d'une dizaine de millions d'années, et d'une partie sur des sols argilo-calcaires qui viennent lécher donc les parties volcaniques, et sur une altitude moyenne d'exploitation qui va entre 390 jusqu'à, pour les plateaux volcaniques, 700 à 750 mètres d'altitude. Voilà. Donc aujourd'hui, avec mon frère, donc on travaille sur l'exploitation de ma grand-mère, pour être tout à fait exact. Donc c'est une exploitation qui, au début du XXe siècle, il y a eu toujours sur ces terres beaucoup de la polyculture. Il y avait donc un peu de culture de vigne, il y avait des amandiers, il y avait beaucoup d'amandes dans le secteur, des ovins, des caprins, des bovins, des porcins, aussi des vers à soie, au travers de magnaneries qu'il y avait sur l'exploitation, du coup, de mûriers. Et à cette époque-là, c'était vraiment une agriculture dite, enfin, qu'on pouvait qualifier de subsistance. Mon grand-père est arrivé en 45-46. En fait, il était prisonnier de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne et en Autriche. Donc, il connaissait ma grand-mère au préalable et il est venu s'installer sur l'exploitation avec ma grand-mère à son retour. Et au sortir donc de cette période-là de guerre, on passe sur une agriculture un petit peu différente sur le secteur, et chez nous en particulier, plus productive, avec une ferme qui se spécialise petit à petit autour de la vigne et à terme de l'élevage bovin allaitant. Voilà. Et parallèlement, c'est des périodes au début des années 60, fin des années 60 ou au début des années 70 où donc c'était une famille avec, ils étaient 7 enfants, et donc j'ai mon oncle et mon père qui ont rejoint mon grand-père sur cette exploitation. Bah, et en fait, il faut rappeler quand même que ces exploitations, donc début des années 50, il y avait quand même plusieurs générations, nous qui vivaient ici sous le même toit, on va dire, les arrière-grands-parents, les parents, et voilà. Donc pour revenir un peu sur l'agriculture à cette époque-là, donc jusqu'à la fin des années 60, 70 et début 80, on est, on est resté sur une agriculture sans intrants extérieurs pour passer à une agriculture totalement conventionnelle dès la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 90, début 2000, avec une agriculture très systémique, uniformité des cultures, uniformité des travaux du sol, utilisation de désherbants chimiques, de produits phyto de synthèse, ainsi que l'utilisation systématique d'ammonitrate dans les terres à céréales, dans les vignes, dans les prés. Voilà, donc c'était une autre façon de conception de l'agriculture, mais qui était comme ça à l'époque. Et donc, pour conclure cette première étape, pour les prairies temporaires, les terres à céréales ainsi que les vignes, nous sommes de passer de sols vivants à des sols quasiment morts, servant juste de substrat d'accueil aux diverses productions. Bon. Je permets, parce qu'on a pris des notes en même temps, donc on l'a fait hier soir ensemble à 21h pour se le remettre en mémoire, donc je m'étais permis de prendre quelques notes. Voilà. Voilà, mais c'est ce qui est j'ai Philippe qui est super, mon super adjoint en l'occurrence, où voilà, il y a des choses très flagrantes là. Par exemple, je vois sur la nouvelle parcelle achetée, qui est très symptomatique, où si on rentrait dans le détail, alors peut-être c'est pas évident pour vous, mais nous c'est une parcelle qu'on a achetée, et en fait on s'aperçoit, nous cette photo on l'a prise avec nos téléphones sur cette parcelle, quand on a essayé d'y travailler un petit peu, que même donc c'était à d'anciens exploitants agricoles qui travaillaient sous forme, on va dire, hyper conventionnelle aujourd'hui, et on s'aperçoit que même le fumier, il a été quasiment, comment on pourrait dire, il s'est pas décomposé sur cette photo. Il a été comme un, ah, j'ai mangé le nom, comme un fossile. Il a été fossilisé, mais en fait, la Terre n'a jamais assimilé
n'a jamais assimilé le compost qui a été envoyé. C'était pour dire dans l'état dans quel certains encore des sols sont pour retrouver aujourd'hui. Voilà. Alors là, c'est difficile peut-être sur la photo à le voir, mais en pratique, c'était incroyable. On aurait dit qu'on avait fossilisé un épandage de fumier. Voilà. Donc voilà, je reprends mon déroulé. Au début des années donc 2000, mon frère, donc Dimitri, mon frère, au terme de son parcours scolaire agricole, arrive sur l'exploitation avec mon père, où jusqu'aux années 2008-2009, il développe l'élevage pour arriver à un troupeau de bovins allaitants jusqu'à plus de 200 animaux. Donc, dans les deux sens, ça comportait des vaches, des veaux, les génisses, les taureaux. C'est vraiment la globalité du cheptel, tout en conservant une surface de vigne en production sur 22 hectares. À noter que les raisins issus donc, de ces vignes en production sur les 22 hectares étaient tous portés à la coopérative, cave coopérative locale, qui s'appelle Montfleury, qui a une dizaine de kilomètres du domaine aujourd'hui, et qui vinifiait donc les raisins qui étaient portés par les apporteurs. Donc voilà, donc il y a eu un premier tournant en 2005-2006 sur la partie élevage et sur les cultures. Donc sur la partie élevage, il y a une baisse du troupeau avec une limitation, voire une suppression d'achat d'aliments pour être en autoconsommation. Deuxième chose, il y a eu une chute des interventions vétérinaires qui ont entraîné une chute des maladies, mais en même temps qui était liée donc à la baisse du nombre d'animaux, de bovins. Et une association de nos fourrages, de légumineuses et de céréales en alimentation. En fait, ça rejoint un petit peu ce que M. Mouret a exposé là, il n'y a pas longtemps, au travers d'une de ses dernières diapos, sur le fait que les vaches doivent manger du fourrage. Enfin, il y avait toute la diapo qui était adéquate, et ça rejoint ça. Donc, nous, on l'a fait de façon empirique, on va dire, parce que voilà, on sentait que, de par notre travail, de par notre vision et tout ce qu'on était confronté, il y a quelque chose qui n'allait pas dans le fonctionnement. Voilà. Sur les cultures, donc ça c'est pour la partie élevage bovin. Sur la partie culture, il y a eu un retour au non-labour avec un simple travail de disque. Si vous voulez, on travaille sur vraiment la superficie du sol, c'est-à-dire on descend à 7-8 cm de profondeur maximum. Une rotation des cultures et pas plus de 2 céréales consécutives sur la même parcelle, puis se succèdent ensuite des légumineuses pendant 3, 4, 5 ans, donc luzerne ou sainfoin, etc. Nous, en fait, hier, on a écrit ça avec Dimitri. Je trouvais que c'était un peu, je trouvais que c'était un peu ça. C'était, en fait, même si moi, j'étais pas tout à fait là, mais j'y étais spirituellement, on va dire. C'était redevenir paysan et c'était la fin des produits magiques, un petit peu. Voilà. Donc, c'était un retour à nos semences paysannes, en céréales, en légumineuses, adaptées à nos terrains calcaires et au climat sec et chaud du sud-est. Parce que même si on a nous, on se situe avec une petite altitude entre 400, 600, 700, on a quand même un climat méditerranéen très proche donc, de ce qu'on peut retrouver au bord de la Méditerranée. Et donc voilà, c'était une adaptation. Il y a eu un inconvénient sur 3-4 ans, c'était avec la non-utilisation de l'ensemble de ces produits, la baisse des récoltes durant 3-4 ans, pour arriver à des taux qui étaient vraiment très faibles et qui en termes de quantité de production. Voilà. Donc il a fallu quasiment 3-4 ans pour redevenir à des en fait, que le végétal redevienne à des productions à peu près normales par rapport à ce qu'on pouvait espérer. Voilà. Donc, pour remédier à tout ça, donc on avait recommencé à avoir une activité de travail dans le sol, tout en étant assez sans travailler dans les profondeurs, trouver les apports nécessaires en fumure, pourquoi pas avec des bouchons déshydratés, issus de fientes de poule, de déchets végétaux, voilà.
Il y a même des déchets d'abattoirs aujourd'hui avec des sangs, des os broyés pour l'azote, plumes de volaille, etc. Voilà. Et puis depuis 2008, donc c'était au moment où je devais arriver, enfin, on se posait la question et moi je travaillais un peu ailleurs et j'avais envie de revenir à mes premiers amours sur mes terres, avec une idée de vinification de vin sur l'exploitation. Ça a été s'orienter carrément vers l'agriculture biologique. Donc, nous, on a été certifié en agriculture biologique pour la partie viticole et vignes et vins début 2011 et pour la partie élevage 2017. Pour la partie vigne, c'était alors la difficulté, ce que j'expliquais au préalable, ça a été le passage de l'agriculture, on va dire, dite conventionnelle, avec les apports extérieurs qui peuvent arriver dans les cultures, à une agriculture totalement biologique, où les premières années qui suivent donc ce changement radical, les récoltes sont impactées. Mais parallèlement, nous avions décidé de supprimer, donc nous, en 2008-2009, mais avec un horizon 2013, on s'est dit, à partir de 2013, on va revinifier sur le domaine. Donc, on a diminué, certes, les rendements, les surfaces exploitées en vigne, mais dans l'idée de produire nos raisins, de les transformer et de les vinifier. Moi, j'ai une formation en œnologie et c'était l'objectif. Donc, finalement, aujourd'hui, on était sur la partie viticole, on était maître du départ, de la prod, de la production jusqu'à la commercialisation. Mais il n'empêche que donc il y a 2, 3, 4 ans qui ont été un peu délicats parce qu'il faut se réapproprier des façons de travailler, il faut se réapproprier des choses très basiques, peut-être il y a quelques centaines d'années, mais qui aujourd'hui on avait perdu. Et heureusement, je pense que notre génération est assez sensible à ça. Et même si les années qui ont suivi le passage du conventionnel au bio, on a eu des baisses de rendement, de productivité, on se dit on voyait quand même que visuellement, on arrivait à avoir quand même des plantes, un végétal qui avait une autre tête, un sol qui vivait, voilà. Et en fait, malgré les difficultés, en plus nous en 2014, une année très humide, très pluvieuse, très, comment vous expliquer ça, très délicate par rapport au temps qu'on peut avoir en zone méditerranéenne, on va dire, où nous, ici, on est très exposé au vent et au soleil, donc qui est le meilleur traitement phytosanitaire. Mais bon, on s'est adapté et dès 2015-16, on a commencé à revoir, par exemple, au travers de nos sondages dans les sols, les taux de matière organique remonter et jusqu'à plus de 3-4% de matière organique, alors qu'au début des années 2000, après sondage, quand on faisait des plantations ou autres, on était à peine à 1,3. C'est-à-dire qu'on avait des sols qui étaient, comme on expliquait tout à l'heure, quasiment morts. Donc, ce qu'on a fait sur la vigne, on l'a fait également sur les céréales, enfin la partie céréales, sachant que nous, les céréales servent exclusivement euh, euh, à Peut-être produire. Sébastien, Oui. peut-être Sébastien, ça serait bien, comme le temps passe, que tu orientes sur à la Donc fois voilà, sur la façon dont vous avez évolué dans le j'arrive au travail du cheval et au sol et robot. Voilà. Donc comment vous aujourd'hui, utilisez nous, d'un côté le robot et de l'autre côté le cheval, quoi. voilà. Donc Et au aujourd'hui, milieu le le tracteur. travail, le travail du sol sur la partie viticole et enfin enfin pas l'exclusivité, mais un gros de notre travail, bien entendu. Donc nous, au fil du temps, on a évolué, bien entendu, avec diverses techniques pour le travail sous le rang et l'inter-rang. Donc, on a travaillé avec des intercepts hydrauliques, on a pioché les plantiers manuellement, on a eu un intercept mécanique, on a testé des paillages aux chambres. Paillage qui chez nous était vraiment une ineptie et n'a pas fonctionné. Bon, c'est comme ça, c'était un test, ça n'a pas fonctionné, lié à la géologie du sol, lié au vent, à la forte fréquentation de sangliers qui aimaient bien le paillage pour aller gratter sous le paillage très humide, des choses comme ça, voilà. Et parallèlement,
voilà, nous, on avait dans l'idée d'arriver à travailler avec traction animale, donc au travers d'un cheval. Donc ici, on voit ce magnifique comptoir, ce qu'on appelait étincelle. Et parallèlement, il y a quelques années, c'était le début des premières structures, des premières entreprises qui travaillaient avec les robots électriques. Il y a 10 ans, c'était encore qu'une idée. C'est des gens qu'on a rencontrés au fur et à mesure avec mon frère. Et, et puis, on commence à développer de façon expérimentale. Après, ils ont commencé à développer sur des sols peut-être qui ne ressemblaient pas à nos sols ardéchois, où nous, on a beaucoup de déclivité. C'est très caillouteux, c'est des sols plutôt abrasifs, assez durs de temps en temps, et qui ont adapté leur système. Et il y a 3 ans, enfin 2 ans et demi, mais 3 ans, on en a profité, 2 ans et demi, on a acquis donc le robot. Donc aujourd'hui, sur le domaine, on a un triptyque un petit peu, on va dire, un duo entre le robot, donc qui vient nous travailler sous le rang, le cheval, qu'on utilise uniquement, mais qui fait un travail exceptionnel, nous, sur les plantiers, donc les jeunes plantations, sur la partie coteau, où il y a une partie, nous, qui n'est pas mécanisable. Donc, c'était quand même une partie qu'on faisait à la pioche. Et, ou alors sur des terrains très caillouteux, très, voilà, où en fait, le passage avec un tracteur intercept ou le robot est délicat dans le sens où souvent, c'est des vignes qui ont été plantées par nos soins ou par mon père, mon grand-père, ainsi de suite. Et si vous voulez, quand vous plantez une vigne, même si vous essayez d'être au plus direct et au plus droit possible, eh bien, quand vous plantez ça manuellement avec une barre à mine, quand vous tapez dans une pierre pendant 2 minutes, eh bien, vous décalez légèrement et ça fait des rangées qui de loin paraissent parfaitement droites, mais qui en réalité ne sont pas parfaitement horizontales ou verticales. Enfin, voilà. Et du coup, sur des engins comme le tracteur ou le robot sont délicates parce qu'on va jusqu'à sectionner le cep. Voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, l'interrang est travaillé, donc mécanisé avec le tracteur, et sous le rang, c'est le robot uniquement et le cheval. Pourquoi aussi? D'une, il y a le fait que il y a un tassement des sols qui est moindre, parce que le robot, quoi qu'il en soit, ou le cheval, bien entendu, sont moins lourds qu'un tracteur. C'est un gain de temps pour nous, parce que malgré tout ce que je dis, quand les gens nous voient, ils nous disent: «Ouais, vous travaillez, comme des paysans il y a 150 ans». Moi, je leur dis pas du tout. Je leur dis: «Certes, peut-être c'était travaillé comme ça, mais je pense que le travail, nous, notamment pour la partie cheval aujourd'hui, je trouve ça hyper moderne dans le sens où, en fait, c'est un travail qualitatif, tant sous le rang qu'en termes d'environnement, que voilà, je veux dire, il y a une vision globale de tout cela. Le robot, ben, il ne faut pas négliger, hein. C'est une efficacité, c'est un rendement important à l'hectare et le robot travaille seul. Alors bien entendu, hein, il y a des normes de sécurité, on ne laisse pas un robot à 2 kilomètres du domaine tout seul, mais je veux dire, aujourd'hui, comme avec la géolocalisation, le GPS et tout, c'est assez intéressant. Et je pense que voilà, pour nous, on a trouvé quelque chose qui est assez efficace. Et puis, je vais vous dire une dernière chose. Alors, c'est pas du tout d'un point de vue économique ou voilà, mais on a une certaine fierté aussi. Je pense que c'est important quand on est paysan et qu'on soit vigneron ou autre, à travailler comme ça. C'était bien entendu que ça a un coût hein, de travailler comme ça, mais aujourd'hui, moi, je reconnais une fierté à mettre en valeur ça, pas qu'un côté marketing agricole ou un greenwashing qu'on peut trouver, mais par fierté de ce qu'on peut essayer de faire sur des petites structures agricoles comme chez nous. Voilà. J'ai encore plein de choses écrites, mais bon, on va résumer. Voilà. Oui, tout à fait. J'espère que j'ai été clair, mais voilà. Il va y avoir des Voilà. questions. Comme c'est organisé comme ça, donc Ouais. Bertrand peut-être va nous faire une réaction d'agronome par rapport à ce qu'il a entendu, à la fois du côté d'un sociologue et du côté d'un viticulteur, enfin pas viticulteur et au-delà, puisqu'effectivement vous avez aussi des vaches. Bertrand, c'est la parole. Bon, je vais faire court, mais effectivement, je vais essayer de rebondir par rapport à ma propre expérience vécue d'agriculteur. Alors là, du coup, dans des régions de Nord-France, plutôt en culture assolée, voire polyculture élevage bovin, mais
quand même une bonne base de cultura solae, donc qui change la donne. Et en fait, j'ai réfléchi à cette question-là. Pourquoi? Parce qu'on m'a pas mal interpellé ces dernières années sur finalement qu'est-ce qui me paraissait le plus fort, le plus déterminant dans ce qui avait enclenché leur transition, leur changement, puisque j'ai la chance d'accompagner des électeurs qui ont quand même beaucoup changé de choses. Et en fait, par rapport à cette question, assez vite, j'ai proposé deux choses, que la dimension sociale dans leur changement, finalement, était beaucoup plus forte qu'on ne l'imaginait, et elle était centrale par rapport au fait de changer. Alors, je ne vais pas le développer là. Et que, il y avait aussi cette question de la dimension, du rapport, alors, à la nature. Et d'ailleurs, c'est des géographes, des ruraux qui m'avaient interpellé là-dessus. Et alors, du coup, effectivement, donc les deux choses que j'ai vues et qui me semblent être assez convergentes avec ce que j'ai entendu de nos deux Sébastien, finalement, le chercheur et le vigneron, c'est c'est finalement que s'il s'agit pour des agriculteurs, alors là en vigne, mais nous en culture solae, en élevage, de produire en vue d'enjeux différents, hein, et de durabilité multiple. Et puis pour l'activité de conseil, mais on l'a vu avec Sébastien Mouret, pour l'activité de recherche aussi finalement, bah, je crois que ça pointe, et j'ai entendu vraiment dans vos verbatim la même chose que ce que j'avais pointé moi, à la limite de la voie des techniques, hein, les techniques, et les techniques qui ont contenu très souvent finalement les intrants. Et ça, j'ai l'impression de ne pas être le seul parmi nous trois, parce que vous l'avez beaucoup confirmé dans vos verbatim. Et à la limite, j'y vois à moi un lien avec le fait que pendant qu'on s'est préoccupé des intrants, hein, Sébastien Mouret a parlé de la modernité, c'était les techniques dont les intrants, et moi ça me parle beaucoup. Et je crois qu'on l'a entendu aussi chez Sébastien le vigneron. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-dessus par rapport dans les changements, c'est quand même très important cette question non pas de l'opposition, mais quand même pour arriver à reparler de la relation nature et au processus du vivant, bah finalement, d'accepter d'abandonner aussi l'idée que c'est les intrants qui mènent la barque. Et en fait, c'est pas si évident que ça à désinstaller. Bon, puis après, il y a le rapport sensible à la nature. Alors là, j'allais dire, c'est encore d'un niveau d'intimité supérieur. Et autant déjà de parler du rapport au monde du vivant comme étant une forme du rapport à la nature, ça, je veux dire qu'en tant qu'agronome et accompagnement, ça me semble, je le fais depuis des années, mais le rapport intime à la nature, c'est encore d'une autre dimension parce que ça touche vraiment justement à la sensibilité, à quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. Et alors qu'en fait, et Sébastien Mouret notamment, mais je crois indirectement aussi l'autre Sébastien l'ont évoqué, bah c'est quand même une manière de donner du sens au métier qui est pas du même ordre que le sens qu'on peut avoir avec juste la réussite de technique ou d'intrant. Et je crois franchement, et je me mets dedans, qu'il y a eu une autocensure assez globale de tous les acteurs, agriculteurs et les gens de l'accompagnement et sans doute de la recherche moi aussi, mais en tout cas au moins des deux acteurs qui travaillaient ensemble à une époque, de ne pas aller sur ce champ du vivant et de la nature. Moi, ça m'a marqué dans ma carrière, et donc et je crois que je l'ai reconnu, entendu dans vos deux témoignages. Alors, pour pas faire plus long sur ma façon de réagir à ce que vous avez dit, je vous propose deux questions pour démarrer la séquence d'échange, mais j'ai l'impression que la première, finalement, vous avez beaucoup répondu dans vos deux témoignages, donc voilà. Mais comment vous réagissez notamment au deuxième point sur cette question du rapport sensible à la nature et des représentations dans les métiers qui ont pu amener une forme d'autocensure finalement collective sur le fait que on parle pas de ça entre agriculteurs, conseillers et voir tous les acteurs qui sont autour d'eux. Alors vu par l'un et l'autre comme vous voulez, mais c'est vrai que vous l'avez pas mal dit. Puis après, je vous proposerai une deuxième qui sera un peu différente. Alors, Sébastien Mouret et après Sébastien Arsac. Merci Bertrand pour ces questions sur la question de la dimension sensible. Alors moi, j'avais beaucoup travaillé dans le cadre de ma thèse sur l'élevage porcin, notamment l'élevage industriel porcin. Il est effectivement difficile d'être sensible dans ces organisations du travail. Jocelyne Porcher l'avait aussi montré, mais ça passe effectivement par des formes d'anesthésie, si on peut dire, des formes de sensibilité morale et affective envers les animaux, parce que le travail est extrêmement difficile. Et par hypothèse, je pense que dans
dans les formes de production, on va dire, végétale, c'est-à-dire des modèles assez intensifs, industriels de production végétale, cette question de la sensibilité, elle est peut-être d'une certaine manière occultée aussi par l'appareil d'encadrement professionnel et technique, mais par le réel même du travail qui ne permet pas de développer des rapports sensibles aux plantes ou à d'autres entités présentes. Après, sur les deux, euh, les deux visages, on va dire, des rapports entre agroécologie et élevage que j'ai présentés, effectivement, ces sensibilités-là ne sont pas du tout les mêmes, notamment la manière d'entrer en relation avec les animaux ou d'entrer en relation, entre guillemets, avec les sols. Je soulignais la notion de parler aux prairies, parler au sol, c'est bien une manière d'animer ces entités-là pour effectivement comprendre par des signes, les manières la décomposition, l'odeur des décompositions, les bruits, les évolutions des couleurs, les manifestations tout d'un coup de transformation du couvert végétal pour appréhender et créer des relations effectivement avec ces entités-là et comprendre comment elles évoluent. Elles ne sont pas forcément à l'œuvre de la même manière dans l'autre modèle que je présentais, beaucoup plus intensif, effectivement industriel, où les formes ici déléguées existent pour essayer de mesurer, capter un peu la vie microbienne, mais aussi toute la vie de la microfaune du sol pour effectivement ajuster des pratiques et produire des connaissances. Mais ce n'est pas les mêmes manières de penser la vie, je dirais, de manière générale. L'une est beaucoup plus réductrice et l'autre est plus complexe, quoi. Voilà. Sébastien, Arsac? Ouais, oui, c'est bon. Ouais, pour réagir, moi j'aurais une analyse un peu moins sociologique que Sébastien. Déjà, sur la sensibilité entre agriculteurs, vous avez évoqué Bertrand, moi je pense que c'est un métier quand même où, alors peut-être on a un carrefour de génération. Alors moi je m'inclus, on va dire, dans la nouvelle, même si j'ai 45 ans, mais on va dire voilà, dans la nouvelle, où il y avait quand même, moi je trouve que c'était un métier assez pudique, dans le Ouais. sens où en fait, même s'il y a il peut y avoir une fraternité, il peut y avoir une cohésion entre exploitants agricoles, mais je trouve que le partage et l'échange sur des pratiques ou autres, je trouvais, enfin moi en arrivant de l'extérieur, j'ai pas trouvé ça que ce soit quand même la première chose qui me saute aux yeux quand on discutait entre paysans. C'est-à-dire que chacun fait sa vie, mène sa ferme comme il l'entend, mais voilà. Et alors en plus, nous on est arrivé à un moment aussi en termes de sensibilité où on a été un peu des pionniers à travailler dans le bio. Et alors quand on a commencé à ressortir les animaux ou les chevaux dans les vignes, voilà, ça a quand même été un choc psychologique pour beaucoup d'entre nous, enfin des autres, pardon, autour de nous, qui comprenaient pas trop ce qu'on faisait et qui avaient l'impression d'avoir une agriculture complètement désuète qu'on ressortait juste par envie. Aujourd'hui, 10-12 ans plus tard, en fait, on s'aperçoit que peut-être qu'on n'était pas si huluberlus que ça, d'une, et de deux, il y a aussi l'arrivée d'une nouvelle génération qui, je pense, est beaucoup plus ouverte sur ces notions d'agroécologie, d'écologie, de volonté de partage. Voilà. Voilà. Et après, sur la sensibilité juste des sols vis-à-vis de la partie végétale et animale, moi, je rejoins ce que disait Sébastien à l'instant, c'est-à-dire en fait la sensibilité à votre sol, à vos terrains. Enfin, moi, aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on a la science infuse et que quand on rentre dans une vigne, on sait ce qu'il y a ou ce qui ne va pas. Mais par contre, il y a une interaction entre le végétal, le sol et nous qui est difficilement palpable, explicable, mais en fait, on ressent ce qui se passe. Voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà. Et ça, c'est difficile à exprimer ou à relater par écrit parce que c'est vraiment intime, on va dire. Mais je trouve que c'est voilà, c'est quelque chose qui est intéressant et qui est fondamental aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que j'espère transmettre. Alors, on espère qu'on transmettra à nos enfants ou à autres. Mais voilà, cette sensibilité vis-à-vis du sol, vis-à-vis des animaux, qui, voilà, c'est pas un objet de travail, c'est plus que ça, quoi. Voilà. Bon, je sais pas si j'étais clair, mais voilà,
Très bien, très bien. Essayer Peut-être de on va, l'exprimer au mieux. on va passer aux questions des participantes. Est-ce que, et Bertrand, tu pourras compléter tout C'était à l'heure, toi. c'était ma Tu peux proposition répondre, compte tenu de tu peux l'heure, ouais. répondre aux questions, hein, Bertrand, hein, aussi. Hein. Tu peux répondre aux questions. Ah, ouais. Mais je laisse ma place aux autres personnes posant des questions. D'accord. Oui, on va commencer à répondre un peu aux questions pour avoir aussi des échanges. Donc, je vais essayer de retranscrire un peu les questions qui ont été posées dans la section questions et réponses. Et donc, on a une première, enfin, je vais essayer de fusionner les deux premières questions qui sont posées plutôt à Sébastien Mouret sur l'utilisation du terme solution fondée sur la nature. Est-ce que ce terme solution fondée sur la nature est une distinction par rapport au laisser faire la nature, d'une part? Est-ce que c'est pour vous le même concept? Et aussi par rapport à ce concept, est-ce que c'est la même chose que pratique agroécologique? Est-ce qu'il y a une distinction? Voilà, Sébastien. Il n'y a pas le micro. Le son, Sébastien. Voilà, c'est bon, là, je pense. Oui, je pense Gardez qu'il y a une votre son ouvert. Je pense qu'il y a une distinction à faire, même s'il y a un recoupement, comme le soulignait la personne qui pose effectivement cette question-là. Moi, je m'en suis servi, je n'ai pas exactement étudié ces deux terminologies-là et ce qu'elles impliquent en termes de pratique, mais elles contiennent effectivement l'idée de solliciter un certain travail de la nature, en fait, ou avec la nature, et c'est ça qui m'intéressait dedans. Après, elle ne renvoie pas forcément, on voit là aussi que l'agroécologie, il faut absolument la pluraliser, enfin la conjuguer au pluriel. Il y a des formes d'agroécologie et il faut resituer, je pense, aussi peut-être ces deux idées-là dans des mondes agroécologiques qui ne sont pas forcément les mêmes, quoi. Oui, merci. Je vais rester sur une deuxième question pour Sébastien Mouret. Quelqu'un qui posait la question, au vu de la dominance d'une rationalité productiviste, à quel point le terme travail des animaux ou travail des plantes est pertinent et s'inscrit dans une vision alternative d'agroécologie? Combien j'étais en train d'écrire pour répondre à la question. Oui, alors déjà pour moi, il faut distinguer le travail des animaux et le travail des plantes, parce que c'est pas les mêmes subjectivités ou les mêmes espèces qui sont à l'œuvre, c'est pas les mêmes formes de vie. Et je pense effectivement là, c'est une réflexion qu'on a dans les échanges autour des travaux qui ont été capitalisés dans l'Animals Lab autour du travail animal et ce qui se fait dans le plan de CopLab coordonné par Sylvie Poutot. Voilà, le concept, par exemple, de travailler, de mobilisation d'une subjectivité pour réaliser des tâches, ça ne fonctionnera pas avec des plantes, hein. Il y a une distinction, je pense, à opérer. Pour les animaux, il y a bien quelqu'un qui travaille, mais pas pour les plantes, et encore moins pour les microbes. Il faut déplacer, effectivement, conceptualiser, penser la question du travail avec les plantes et les microbes de manière autre, dans les perspectives, je pense, de collaboration interespèces que j'ai ici légèrement esquissé, parce que c'est beaucoup plus complexe que cela. Et après, oui, moi je pense que c'est intéressant de le déployer, de penser le travail hors productivisme, mais en soulignant ce qui est la part souvent occultée du travail, puisqu'on réduit le travail à sa dimension technique ou économique, ou à une forme d'aliénation. Non, le travail, c'est aussi penser les conditions du vivre ensemble, de l'émancipation, de la construction de soi. Ça, c'est un oublié un peu social de, de notre manière. Et je pense que ça vaut aussi pour les animaux. Donc, oui, on peut utiliser le travail dans une perspective agroécologique qui sorte de ce modèle-là, mais en insistant, comme j'ai essayé de le proposer ici, sur ces rationalités relationnelles, sur la question du vivre ensemble entre humains et animaux, et plus largement avec d'autres espèces. Sur la question du travail des plantes, je pense que Dusan Kajit fait des propositions extrêmement intéressantes sur la manière justement d'envisager la question du travail des plantes et du travail interespèces, comme il le propose, mais comme d'autres chercheurs, on est dans le champ des ethnographies multi-espèces, l'ont aussi proposé, quoi. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant à une question pour Sébastien Arsac. On a quelqu'un qui vous demande sur combien d'hectares travaillez-vous en traction animale et combien d'hectares Eh ben, ok. Voilà. Ben, aujourd'hui, la partie viticole, enfin le domaine viticole en production, c'est à peu près 22 hectares et demi, on va dire. Voilà. Et la partie travail traction animale se fait sur un tiers, à peu près 7 hectares, on fait. Entre 5 et 7 hectares, ça dépend. Voilà, mais
Aujourd'hui, on arrive à 7 hectares pour 2023, par exemple. Et le reste, on arrive à travailler avec le robot. En fait, on a conjugué les deux sur les 22 hectares de vignes. D'accord. Et ce Voilà. travail de protection animale, c'est réalisé par un prestataire ou c'est vous? Ouais, en fait, l'histoire, bon, après, ça, c'est une histoire un peu personnelle, mais en fait, on a un ami à nous qui était éleveur de chevaux et qui faisait beaucoup de travail de traction animale dans le partie Vaucluse et sud de la France et qui, pour des raisons personnelles, X et Y, est venu s'implanter en Ardèche et qui était parti sur une activité purement d'élevage et de voilà et qui fait de l'attelage, en fait, toute la déclinaison autour du cheval. Et Julien, en fait, était un bon ami et nous, on l'a un peu convaincu et puis parce qu'il aimait ça, de garder ses premiers amours. Et on a commencé tout doucement avec lui. On était son premier client et on est toujours son premier client en Ardèche, peut-être son seul. Mais par contre, par le réseau voilà, que j'ai, et maintenant, il intervient un petit peu à droite et à gauche là où il peut, en limite, toujours dans un rayon adéquat avec sa jument. Et voilà. Donc non, non, si on peut dire on fait appel à un prestataire, voilà. Mais voilà, ça va au-delà du prestataire, quoi. Voilà. D'accord, oui, je vois. Le lien est Et différent. oui, et donc cette personne, elle vous demande aussi, aux yeux du grand public, la traction animale, c'est plutôt vu comme une pratique un peu du passé, alors que le robot est souvent présenté comme quelque chose du futur. Et selon vous, comment on pourrait crédibiliser l'utilisation des Ben nous, équipements en à fait, l'animal? pour être tout à fait concret, c'est que le cheval, là où le cheval se rend, sur les parcelles qu'il se rend chez nous, le robot ne peut pas y aller. Donc déjà, c'était pas mécanisable. Nous, il y avait quand même 2 hectares qu'on entretenait uniquement à la pioche. Donc, ben, une pioche manuelle, une binette, hein, donc voilà. Et en fait, l'apport du cheval, eh beh, même si c'est un vrai travail hyper technique, moi, souvent, on s'est exercé derrière la jument pour voir un petit peu avec la voix de notre collègue qui mène la jument, voilà, c'est hyper technique et c'est d'une précision infaillible. Ça, il faudrait presque le voir en direct pour imaginer, voilà. Donc nous, de toute façon, de fait, c'était soit la pioche, soit le cheval. Et qui plus est, avec le cheval, ça allait quand même malgré tout plus vite et le travail était de meilleure qualité. Donc là où voilà, moi je pense que il faut pas tomber dans l'exclusivité. Il faut pas dire ah, le robot va révolutionner, le cheval va révolutionner, bien entendu. Mais il faut s'adapter à nos territoires. Nous, on a des endroits assez compliqués. Et aujourd'hui, on a trouvé un compromis qui nous paraît le plus adéquat, le plus satisfaisant et efficace aussi, parce qu'il y a quand même une nécessité d'efficacité. Hein. Donc voilà ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Et donc, toujours aussi un peu pour rebondir sur ça, mais je pose la question à tous les trois, Bertrand, Sébastien et Sébastien. Quelqu'un qui faisait remarquer donc la même association entre cheval et travail à l'ancienne, et on va dire, la modernité, c'est les outils techniques fabriqués par les hommes. Et comment revisiter et étoffer ce que l'on entend par technique et les dimensions, disons, du progrès pour que ça ne se résume pas uniquement à la dimension technologique. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ça? Je vais laisser Sébastien s'exprimer en premier et on verra. Donner Vas-y, la- Sébastien Arsac, ton avis sur le fait, ce qu'on entend par technique aujourd'hui, parce que de ton côté, travailler avec le cheval, c'est une technique, travailler avec le robot, c'est une autre technique, et finalement, tu les adaptes au contexte, mais tu fais pas d'hiérarchie entre le moderne et l'ancien. Non, non, on fait pas de hiérarchie, bien entendu. Moi, nous, on voit ça tout à fait. Bon, maintenant, aujourd'hui, après, ça fait 4-5 ans qu'on intervient avec Julien sa jument. Pour nous, c'est devenu naturel. Mais quoi qu'il en soit, ces techniques, en plus, sont complémentaires. Elles sont pas en concurrence, quoi. Voilà pour ça. Après, de toute façon, je pense que, sans parler de technologie, mais il y a quand même la nécessité du travail, par exemple avec le cheval, du travail de l'homme aussi avec le cheval, parce que l'homme sans le cheval ne fait rien, et inversement sur ces actions-là. Donc je pense qu'il
Enfin voilà, moi aujourd'hui, je pense que c'est une agriculture plutôt très multi-solutions, sans recette particulière, au cas par cas. Et voilà, moi je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais d'autres de plus à dire là-dessus. Mais je trouve que voilà, les deux sont des techniques. Voilà, il faut amener de la complexité, de la complémentarité sur des zones où en fait on n'avait pas le choix, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi le développement technologique qui nous permet aussi, sur les parties compliquées, de travailler avec le cheval. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que même si tout l'amour qu'on porte à ce travail fait avec le cheval et la sensibilité qu'on a sur nos plantes, des choses comme ça, malheureusement, on en revient aussi à des coûts économiques qu'il faut prendre en compte. Une intervention de quelqu'un au cheval aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, mais ça va de 60 à 80 euros l'heure pour certains endroits. Mais c'est grâce au fait, aux zones un peu plus faciles d'accès où on peut travailler avec le robot, que sur une partie difficile d'accès où on passait du temps avec des pioches, des binettes, des choses comme ça pour travailler sous le rang, qu'on peut se permettre de travailler au cheval. Donc c'est pour ça que nous, on voit vraiment ça, un axe complémentaire, et les deux se combinent. Alors c'est sûr que c'est radical, hein, parce que nous, il nous arrive que des fois, sur le même coteau, sur la partie haute du coteau, on a le cheval qui travaille à des cavaillonnés, et sur la partie basse, il y a le robot. Et ça peut être, c'est vraiment voilà. Mais je trouve qu'au contraire, c'est représentatif de l'agriculture d'aujourd'hui et de la voie dans laquelle, au moins nous, on veut travailler. Après, je ne sais pas. Voilà. L'objectif étant toujours le sol vivant et ne pas dégrader le sol. L'objectif final est le sol vivant. Et juste alors, ce que je voulais finir là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, entre un sol qui a été où il y a eu la culture intensive et tout ce que j'expliquais tout à l'heure, quasiment arrivé à un sol mort sans matière organique, voilà. Aujourd'hui, même ne serait-ce que sur la souplesse des sols, mais sur la vie microbienne, sur la vie de ces sols, sur l'odeur des sols, enfin c'est difficilement palpable pour un ordinateur, mais quand vous prenez la terre et tout, bon, vous comprenez que ce que vous avez fait depuis 15 ans aujourd'hui, presque 20 ans, 2005, ça fait 18 ans même, c'était pas foutu en l'air, quoi. Voilà. Et c'était pas une idée de quelque chose de dogmatique, c'était vraiment un intérêt. Voilà. Mais, et ça c'est très palpable aujourd'hui, quoi. Voilà. On est obligé de prendre une dernière question. Peut-être est-ce que les questions d'Aurélie et Olivier, qui sont assez complémentaires, les dernières questions qui abordent Oui. justement les interactions. Oui, donc c'est des questions cette fois-ci qui s'adressent plutôt pour Sébastien Mouret, pour rebondir sur ce qu'il a dit avant. Donc une question sur s'il y a travail des plantes et des microbes parce qu'il y a un travail humain conjoint. Et Aurélie demande donc est-ce que la notion d'interaction ne serait pas plus appropriée plutôt que la notion de travail? Et Olivier rebondit derrière pour demander qu'est-ce que ça change dans le rapport à la nature, le fait de se sentir en partenariat avec les plantes, les microbes et les sols sur le plan de la transition agroécologique? Voilà, une grosse question. Et tu as 2 minutes. Être des partenaires, je pense que c'est sur un plan écologique. Moi, je pense que ça effectivement contribue justement à cette perspective écologique, c'est-à-dire à produire un monde viable pour chaque espèce. Mais c'est là encore que pour répondre à la question qui m'était posée tout à l'heure, ça resitue l'importance des rationalités relationnelles du travail, que ce n'est pas simplement technique et économique, mais qu'il y a bien une dimension, quand on dit rationalité relationnelle, c'est la rationalité morale aussi du travail très sensible qui se manifeste dans le rapport au vivant. Et ça, je pense que, comme Bertrand posait cette question-là, mais je pense que c'est non seulement important pour l'efficacité du travail, mais ça l'est effectivement dans une autre perspective du travail qui est aussi de se construire. Ça, c'est d'avoir une perspective beaucoup plus positive. Après, est-ce qu'il faut parler d'interaction et pas de travail? De toute façon, on ne peut pas dissocier pour moi, travail animal et travail humain. C'est toujours un phénomène d'interaction, collaboration, de coopération entre deux êtres. Ça, effectivement, les interactions permettent de comprendre un peu ce travail commun.
les animaux ne travaillent jamais vraiment seuls, quoi. Mais moi, je pense que le travail apporte quelque chose de plus qu'à la notion d'interaction qui est pour moi très large. Alors, je ne sais pas d'où est posée cette question, enfin, en termes d'ancrage disciplinaire, mais y compris même moi dans ma discipline, je trouve elle est peut-être trop large. Et c'est ce qu'on a mis en évidence avec mon collègue Nicolas Lenné, justement, dans le numéro thématique de la revue d'anthropologie des connaissances. C'est qu'effectivement, parler de travail, ça permet d'aborder des questions beaucoup plus complexes, par exemple dans la question du travail animal, la question du plaisir, de la souffrance, de la collaboration. Mais ça permet aussi de bien rendre compte de la manière dont des processus de la vie sont effectivement captés par des formes d'économie politique dans la production de chaînes de valeur, et que ces êtres-là, que ce soit des animaux ou des plantes, ne font pas simplement ce qu'ils font, enfin ils n'expriment pas simplement une simple expression biologique, comme s'ils étaient enfermés dans le prisme de la production. Il y a bien une modification, effectivement, qui s'opère. Il faut penser à la fois la question du rapport, effectivement, travail, capitalisme à la nature, mais l'inverse. Tous les êtres, effectivement, que sont les animaux, les plantes, autres, composent effectivement des formes d'économie politique de manière importante. Moi, je pense que c'est l'une des portées de la question du travail. Celle du travail animal, c'est effectivement d'avoir effectivement une portée effectivement beaucoup plus singulière sur la question de la souffrance et du plaisir au travail pour les animaux et avec les animaux. Ça, pour moi, c'est central et c'est une perspective importante pour cette sociologie-là. Ça apporte un autre regard par rapport à la question qui m'était posée sur le bien-être animal, parce qu'il n'y a pas le travail dans le bien-être animal. Ça, c'est important. Et après aussi, comme on le montrait dans le numéro thématique de la revue d'anthropologie des connaissances, il y a une écologisation forte du travail qui s'est fait par certains courants disciplinaires. C'est-à-dire qu'il y a une manière non plus simplement de penser comment des phénomènes de production vont capter justement des formes de travail extra-humain, que ce soit le travail des animaux, des plantes ou d'autres espèces, mais de replacer le travail dans le champ de la reproduction, c'est-à-dire de la production, de la construction d'un monde qui soit viable pour nous. Et ça, c'est une nouvelle perspective pour le travail, pour la manière de le conceptualiser et de le théoriser dans la question des enjeux autour des enjeux écologiques forts, comme le réchauffement climatique, enfin de produire un monde et une terre habitable. Et là, je pense que c'est aussi plus important que la notion d'interaction. Voilà, Merci. Je pense que c'est une belle conclusion. Est-ce que, je ne sais pas ce que tu en penses, on peut conclure là parce que on avait dit 14h15, il est 14h18. Merci à tous les quatre. Et donc, nous nous Merci. retrouvons pour traiter du rapport au temps en agroécologie. Et ce sera le vendredi 10 novembre, puisqu'on laisse passer la période des congés scolaires pour avoir tout le monde, tous ceux qui sont en vacances, qui vont partir en vacances, eh bien, seront là le 10 novembre. Je vous souhaite bonne fin de semaine et un grand merci à vous quatre. Au revoir. Au revoir. merci. Au revoir.